Adèle Torrance, vous êtes parlementaire depuis 16 ans, vous allez arrêter votre carrière politique, vous faites partie du Parti des Verts. Quel constat, quel bilan vous faites à titre personnel et aussi au niveau du système politique suisse? 16 ans, vous avez vu quoi se passer en termes d'avancée d'un point de vue écologique, économie durable, politique durable pendant ces 16 dernières années? Vous êtes contente, pas contente? Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité, puis merci pour ces passionnantes présentations, c'était vraiment super. Qu'est-ce que je peux faire comme bilan après 16 ans à Berne? Il y a du bon et il y a du moins bon. Il y a dans le domaine du climat, j'ai l'impression, sur 16 ans, on a quand même vaincu le climato-scepticisme au niveau politique. En tout cas, c'est devenu quelque chose d'un peu honteux. Il y a une prise de conscience globale sur le fait qu'il y a un problème. Après, on a de la peine à se mettre d'accord sur les mesures à prendre pour remédier à ce problème. Mais en tout cas, les mesures qu'on a prises jusqu'à maintenant sont insuffisantes. C'est aussi ce qui ressort de ce qu'a présenté mon collègue Roger Nordman, avec lequel j'ai travaillé pendant toutes ces années. Maintenant, on a besoin vraiment de mesures fortes et on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Ce qui est aussi positif, je trouve, peut-être dire aussi des choses positives, c'est qu'on a avancé un petit peu dans la prise de conscience sur la biodiversité. J'ai trouvé important que plusieurs d'entre vous citent aussi les impacts environnementaux et sur la nature des mesures et des dégâts causés par le changement climatique. Donc là, il y a aussi un enjeu énorme avec la biodiversité qui est émergent. Et je pense qu'on n'est pas encore à un degré de maturité au Parlement en Suisse. Il y a très peu de choses qu'on arrive à faire, mais c'est en cours. Et puis, enfin, la question de l'économie circulaire. Là, ça a été un de mes grands combats pendant ma vie politique. Et on a maintenant, avec l'économie circulaire, une loi qui va être votée, une révision de la loi sur la protection de l'environnement qui va être votée. Donc là, on arrive aussi à quelque chose, et c'est aussi très important, vous l'avez montré avec l'ADEME, qui a aussi un enjeu sur les matières premières, et que ça ne doit pas être négligé. Voilà ce que je peux dire peut-être brièvement pour commencer. Magnifique, merci. On reste sur la thématique politique générale. Jean-Pierre Dantine, vous êtes ancien banquier central, co-directeur de eForest, cette école qui est une école entre les trois écoles EPFL, UNIL et IMD. Est-ce qu'il faut changer de système pour finalement arriver à une solution d'un pays décarboné? Écoutez, je crois qu'il faut réutiliser notre système correctement. On a un système dit d'économie mixte. C'est un système dans lequel, Roger Norman l'a mentionné, le marché fonctionne en principe. Il fonctionne parfois, il fonctionne souvent, on peut la discuter un petit peu où on met le curseur, mais on sait très bien qu'il y a des situations dans lesquelles le marché ne peut pas fonctionner. Et lorsqu'on parle des limites planétaires, qu'on doit absolument respecter, je veux dire, c'est un impératif, nous devons respecter les limites planétaires. Ces limites planétaires, c'est une ressource limitée, comme le terme l'indique, c'est une ressource que nous partageons avec tous les membres de cette planète et les générations futures, et cette ressource extrêmement précieuse n'a pas de marché. Il n'y a pas de marché pour ça. Il n'y a pas un marché pour la capacité de la planète à se régénérer, ou la capacité de la planète à nous donner les bonnes conditions pour permettre de prospérer, de vivre correctement sur cette planète. Donc là, il n'y a pas de marché, c'est le collectif. Il n'y a pas de théorie, nulle part il y a une théorie qui dirait c'est l'individuel. Pas vrai, c'est le collectif qui doit réagir. Donc, et ça, c'est notre système économique. Quand le marché fonctionne, il faut le laisser fonctionner. Quand il ne marche pas, il faut que le collectif intervienne. Et le but de la théorie économique, en gros, ce serait de nous dire quand est-ce qu'il fonctionne et quand est-ce qu'il ne fonctionne pas. Alors, on y arrive parfois on n'y arrive pas. Mais donc ici, on a un cas absolument clair, le marché ne peut pas fonctionner, c'est le collectif, c'est l'État. Et donc, il faut, maintenant que le système fonctionne correctement, il faut que l'État intervienne pour donner les conditions cadres qui permettront de respecter les limites planétaires. Alors, si l'État ne le fait pas suffisamment rapidement, ça ne veut pas dire pour ça que nous, individuellement, c'est-à-dire en tant que les entreprises, n'ont pas un rôle à jouer. Donc, il y a une responsabilité sociale des entreprises, il y a une responsabilité sociale des consommateurs et des individus que nous sommes, mais en gros, on est là dans un contexte qui est imparfait. Normalement, dans le système, lorsque le marché ne peut pas fonctionner, c'est à l'État d'intervenir, c'est au collectif d'intervenir. Julia Steinberger, pardon, vous êtes chercheuse ici en économie de l'écologie. Parmi les 4 scénarios qui étaient présentés, il y en a un qui vous plaît particulièrement?
Bon, ben moi, je suis du côté de la décroissance et de la sobriété. Ça, c'est donc caricaturalement. Donc, c'est clair que c'est le scénario de la sobriété. Je pense que nous avons un problème économique plus grand que viennent de l'indiquer ni Jean-Pierre ni Roger. C'est-à-dire qu'on a un problème où notre économie a été cannibalisée par des grandes industries qui ont une certaine dépendance à la croissance et une dépendance à la surproduction et à la surconsommation, et que pour transformer cela, il faut des changements en profondeur. Ce n'est pas juste que nos gouvernements ne peuvent pas être à la hauteur tout seuls, vu qu'eux aussi ont fait partie de cette cannibalisation. Et puis ça, je pense qu'on pourra en parler plus en avant. Sur le système, il faut changer de système. On sait, vous êtes activiste, c'est une marque de fabrique chez vous, hein, c'est affiché. L'activisme doit pousser à un changement de système. C'est clair que l'activisme, personne ne se lève le matin pour être activiste parce que ça les amuse particulièrement. C'est d'habitude quand les autres moyens ne fonctionnent pas et qu'on appelle un changement plus grand. Les outils politiques ne servent pas, ne sont pas utiles, ça ne va pas assez vite. C'est jamais ce qui a été dit par aucune personne. Je vous pose la question, hein. Je vous pose la question. C'était pas une question, c'était une affirmation comme nous. Non, mais c'est clair que tous les moyens sont nécessaires, et l'activisme et la désobéissance civile non violente, c'est aussi pour tirer les sonnettes d'alarme et activer le reste de la population pour que les personnes prennent position, pour que les médias en parlent, pour que les politiciens et les communautés, les décideurs à différents niveaux de la société s'emparent des questions et utilisent tous les outils de la démocratie pour faire basculer le système. Donc il n'y a pas d'opposition entre activisme et démocratie ou entre activisme et autres processus. Il faut utiliser tous ces outils à notre disposition, et c'est quelque chose qui est délibérément préparé et réfléchi dans les différentes campagnes. Adèle Torrance, est-ce que vous avez, dans votre vie de parlementaire, souffert du lobbying des entreprises qui vous pousserait à penser différemment, à imaginer un avenir où finalement toute la technologie et l'entreprise serviraient à régler le problème de la durabilité? Alors, les lobbyistes des grandes entreprises, en général, ils sont assez compétents, ils ne viennent pas chez moi, parce qu'ils savent qu'ils vont perdre leur temps. Mais, alors, oui, bien sûr que le Parlement est l'objet de fortes actions de lobby de la part des milieux économiques. Mais je dirais, pour moi, le frein le plus important, c'est dans les têtes. Et c'est des freins, je vois beaucoup des freins idéologiques, hein, qui sont encore à un autre niveau, je dirais, que les intérêts uniquement financiers. C'est que pendant très longtemps, et c'est pour ça que je trouve très important que quelqu'un comme M. Dantine tienne le discours qu'il tient, pendant très longtemps, on a toujours dit le marché va résoudre. Cette fois, le marché, et justement cette mauvaise compréhension de ce qu'est le marché, de comment il fonctionne ou il ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui est très très fort dans les esprits de la majorité à Berne. Et il y a cette espèce d'idéalisation aussi de la responsabilité individuelle. Ou bien c'est le marché qui va tout résoudre et donc il ne faut pas prendre des mesures fortes, ou bien les gens vont se responsabiliser. Et ce qu'on voit malheureusement, c'est que ce n'est pas le cas. Roger Nordman a cité la problématique de l'aviation. Ça, c'est typiquement principalement de l'aviation de loisirs en plus, hein, parce que c'est ça le gros de la masse, c'est l'aviation de loisirs. Donc c'est des gens qui utilisent l'avion pour leur plaisir personnel, pour partir en vacances, et qui n'arrivent pas à se gérer en se disant finalement qu'est-ce qui est le plus important, c'est que j'aille faire ce type de vacances ou que mes enfants aient une planète vivable. Et quand on est dans des aberrations comme ça, je pense qu'il y a un moment où il faut sortir de cette idéologie et se dire ok, la responsabilité individuelle, ça marche jusqu'à un certain point. Dans certains domaines, ça ne marche pas. Et là, il faut prendre des mesures. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, on se heurte tout le temps, à Berne, en tout cas avec la majorité actuelle, on se heurte tout le temps à ces idéologies, et on a beaucoup de peine à pouvoir prendre des décisions rationnelles, parce que je pense que c'est vraiment ça de quoi il faut parler. On a un immense problème, c'est un problème collectif, même si les gens devraient se responsabiliser pour les choses qu'on ne peut pas régler de manière collective, mais massivement on peut le résoudre de manière collective. Et alors qu'on est dans une démocratie et qu'on a les instruments, et en plus en Suisse on a l'argent pour prendre les mesures nécessaires, on ne le fait pas. Et ça, on est dans une situation qui est profondément irrationnelle. Et en tout cas, peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'impuissance, on est en démocratie, on n'est pas impuissant. On n'est pas impuissant. Il faut
changer ce Parlement, il faut changer ce Parlement. Vraiment. Ah, s'il vous plaît. C'est assez massif. Jean-Pierre Dantine, le vouloir, le pouvoir, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? C'est bien, mais est-ce que entre le vouloir et le pouvoir, est-ce qu'on va obtenir une majorité pour aller vers des changements drastiques? Ça, je ne peux que accompagner Aguel. Il faut voter. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On n'est pas impuissant. On peut agir, chacun à son niveau. Tout seul, évidemment, on ne fera rien, mais si personne ne le fait, il n'y aura rien qui sera fait. Donc on peut agir, mais en Suisse, la première chose à agir, c'est en votant. Après tout, on doit voter tous les 2 mois, enfin, c'est quand même la première chose à faire. Et donc, on peut agir de cette manière-là. Et puis, c'est vrai que le 22 octobre, eh bien, oui, il faut, si on veut aller dans la bonne direction, il faut changer le Parlement, c'est clair. Christophe Valli, vous êtes directeur de labo à l'EPFL, vous êtes aussi le directeur de Sustainable Energy au CSEM à Neuchâtel. La réponse technologique, vous étiez enthousiasmé parce que vous avez vu que vous connaissez bien sûr, vous êtes physicien nucléaire. Vous étiez d'accord avec ces scénarios et vous êtes plutôt scénario 4, 3 ? À titre personnel, je suis plutôt scénario 1. Ce que j'observe dans la réalité, c'est qu'une bonne partie de l'humanité reste à fond dans le scénario 4 malgré tous les problèmes qu'on a. Maintenant que je donne le cours sur la transition énergétique à l'EPFL, je fais des scénarios un peu intermédiaires en me disant, imaginons que l'humanité est un petit peu raisonnable, qu'on va vers un scénario de type 2 ou 1. Reste néanmoins une chose, et ça je pense que c'est important de comprendre les ordres de grandeur. Ce qui reste, c'est que même si vous êtes au scénario 1 ici, vous aurez besoin toujours d'une quantité énorme d'énergie, moins, mais vous aurez besoin d'une quantité d'énorme d'énergie. Et cette énergie, il va falloir la faire avec des moyens propres. Puis après, il faut faire les calculs au niveau planétaire. C'est bien de dire qu'en Suisse, il faut installer 1,5 gigawatt de panneaux solaires, en France, 100 gigawatts, et vous faites le calcul planétaire. Et là, il y a une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle. Quand on fait ce calcul planétaire, on réalise qu'on a fait des grands progrès dans les énergies renouvelables. En 2019, on produisait 100 gigawatts de panneaux solaires au niveau de la planète. Ça veut dire l'équivalent de la puissance de pointe de 100 centrales nucléaires. C'est super. Mais on a en place un système de consommation d'énergie, nous tous ici, le monde entier, et la Chine encore plus, et l'Inde encore plus, où en fait 100 gigawatts de plus, c'est rien du tout. Si vous calculez, en gros, il vous faut 400 ans pour décarboner. Donc ces 100 gigawatts, évidemment que ça ne marche pas. Si on veut avoir une chance, même dans le scénario 1 de décarboner, on doit produire 10 fois plus de panneaux solaires, 10 fois plus d'éoliennes. D'accord ? Alors maintenant, la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'allait pas du tout assez vite, hein, mais la bonne nouvelle, c'est que il y a une industrie qui se met en place, et ça, c'est un effort de guerre. Il ne faut pas sous-estimer cet effort de guerre que la Chine est en train de faire. Ce n'est pas les autres pays, c'est la Chine qui est en train de mettre en place de la capacité pour faire beaucoup plus de panneaux solaires. Cette année, on va faire 350 gigawatts de panneaux solaires, et les capacités industrielles montent à quelque chose d'alentour de 1000 gigawatts de production par année de panneaux solaires. Et quand on est dans ces ordres de grandeur, on peut commencer à imaginer qu'on peut faire la transition énergétique en 30 ou 40 ans. Dans un scénario où on est raisonnable, hein, pas dans un scénario où on consomme à fond. Donc il faut réaliser que c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que ça ne marche pas. Mais ici, ça va marcher, mais il fallait faire x10 ou x100 par rapport à ce qu'on faisait il y a 15 ans. Il faut faire la même chose avec les éoliennes. Roger l'a mentionné. Pour l'Europe, c'est extrêmement important d'avoir cette complémentarité solaire-éolien. Et maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas forcément plaire ici. Si on veut que ce système fonctionne, il va falloir avoir des batteries. Parce que beaucoup de solaire et beaucoup d'éolien, sans les batteries, ça ne marche pas. Donc là, il y a un mariage bien heureux avec mobilité électrique, batterie stationnaire, batterie locale, etc. En Suisse, on peut s'en sortir avec les barrages. Mais au niveau européen et dans la plupart des autres continents, vous allez devoir mettre des tonnes de batteries. Alors, tant qu'à avoir des tonnes de batteries, autant qu'elles soient dans les voitures, hein, et on va pouvoir recycler ces batteries. Mais vous ne ferez pas une transition énergétique, même écologique, sans avoir massivement du solaire, de l'éolien et des batteries. Puis après, on peut parler du nucléaire. Alors, moi, je vais vite résoudre le problème du nucléaire. Si on fait le calcul à l'échelle de la planète, en gros, on a besoin de 13 000 nouvelles centrales nucléaires pour faire la transition énergétique. Alors, 13 000 centrales, c'est impossible. On n'a plus d'uranium en 2 ans. On en construit à peine 10 par année. Au plus, dans les vœux les plus fous de l'industrie nucléaire, il y aura 700 réacteurs nucléaires à horizon 2050. Donc, au plus, le nucléaire, dans la problématique mondiale, ça serait quelques pourcents, 5-6% de la solution. Donc voilà, ça peut aider certains pays, ça aidera peut-être la France s'ils arrivent à agir. Et en Suisse, j'ai des gros doutes que ça se fasse. Merci. Est-ce qu'on peut remettre les questions du public, que nous ayons aussi votre intervention, votre... est-ce que vous voyez les questions ? Vous êtes assez prêts ?
Oui, il y a des choses qui sont très sympas à lire, mais on ne va peut-être pas vous poser la question. Les Verts libéraux ne sont pas des écologistes. À l'alterant, je ne vais pas vous poser la question là-dessus. Comment peut-on réguler les fonds de pension afin que les investissements soient plus justes? C'est des sommes énormes, évidemment. C'est une capacité de mobilisation financière absolument colossale qui permet d'orienter la finance et ce dont elle va investir. Jean-Pierre Lantine, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que là, on se heurte enfin, c'est un petit peu la question, ce sur quoi, alors, je suis d'accord sur presque tout ce qui est dit, sauf certaines. Les incitants, c'est quand même important. Donc, et tant qu'on ne corrige pas les prix, et je regrette que par idéologie un peu, on dise on ne veut plus corriger les prix, c'est-à-dire mettre des taxes comme une taxe CO2, parce que ça pousse les gens dans la bonne direction, automatiquement, sans devoir les contraindre, sans devoir les forcer, sans devoir faire quoi que ce soit. Or, qu'est-ce qui se passe avec les retraites, les caisses de retraite? J'allais citer un nom que je ne vais pas citer. Qu'est-ce qui se passe avec les caisses de retraite? C'est que quand un gestionnaire de caisse de retraite se dit je vais avoir une politique d'investissement comme de nombreux activistes voudraient que je l'aie, peut-être bien que je vais avoir des rendements qui seront inférieurs. Donc, les retraites que je vais proposer à mes retraités, à mes clients, elles seront moins grandes. Alors, est-ce qu'ils peuvent faire cela? Ce n'est pas évident de dire oui, mais j'accepte et à demander à mes clients, est-ce que vous acceptez que vous aurez moins de rendement, que vous aurez donc des plus basses retraites? Est-ce que, aux personnes dans la salle, on peut dire, mais on va demander à toutes nos caisses de retraite d'investir de manière moins tournée vers le rendement, et vous travaillerez 1 ou 2 ou 3 ou 4 années de plus, donc on va allonger l'âge de la retraite. C'est quand même ça la conséquence. Alors vous me direz, non, ce n'est pas ça la conséquence, il y a des risques, etc. Mais en fait, si les prix sont faux, s'il n'y a pas de taxe CO2, c'est ça la conséquence. On aime bien, dans le monde de la finance durable, on aime bien se dire, oui, on va faire, we are going to do well while doing good. C'est-à-dire qu'on va gagner des rendements alors qu'on va faire le bien de la planète. C'est parfois vrai quand on est très très fort et très malin. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas vrai tant que les prix sont faux. Or, les prix sont faux aujourd'hui parce que la CO2 n'est pas corrigée. Et ça, la conséquence, c'est que des gens comme les gestionnaires de caisses de pension, ils sont très empruntés quand ils sont face à leurs clients, qui sont des gens qui veulent pouvoir avoir leur retraite. Et donc, à mon avis, ou bien il faut évidemment des règles, on peut leur imposer, mais il faut accepter les conséquences, ou bien il faut accepter de corriger les prix pour que cette espèce de dopage dans lequel on se trouve aujourd'hui soit corrigée. Julia, oui, peut-être je vais vous demander justement quelles incitations économiques pour aller dans le bon sens. Merci. Il y a deux ou trois trucs là-dessus, mais je vais m'en focaliser sur deux. Un, c'est que les caisses de pension, elles répondent aux personnes qui sont concernées, c'est-à-dire aux personnes qui contribuent, aux personnes qui en bénéficient. Et donc ça veut dire que pour les caisses de pension, c'est toute personne, par exemple dans cette salle, qui contribue à une caisse de pension, qui a le droit d'écrire à sa caisse de pension, de monter une campagne, etc., et leur demander de changer de cap. Et ça, on le fait beaucoup trop peu en Suisse. Donc ça, ce serait quelque chose à organiser avec les syndicats, etc., pour faire changer de cap les caisses de pension. Donc ça, c'est quelque chose par rapport aux décideurs sur les caisses de pension, on a ce pouvoir populaire. En deuxième point, c'est que le faussement des prix, c'est juste les prix sont faux. Parce que dans la tournure actuelle, si on continue sur notre trajectoire, il est hors de question. Le système de pension dépend d'une stabilité socio-économique de base qui n'existera pas dans de très courtes années si on ne change pas radicalement de cap. Donc ça, c'est aussi assez drôle. Et en effet, ça correspond à une économie qui est fausse. Une des raisons pour laquelle cette économie est fausse, c'est qu'actuellement, les investissements fossiles sont garantis par l'État. Comment ceux-là sont-ils garantis par l'État? Ils sont garantis par l'État à travers un traité qui est trop peu connu, qui s'appelle le traité charte sur l'énergie, Energy Charter Treaty. Qui c'est qui en a entendu parler ici? Ok, quelques personnes, mais une petite minorité. Le Energy Charter Treaty, c'est un traité sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui permet aux industries fossiles de faire un procès à un État pour profit perdu si l'État décide de faire quelque chose qui irait à l'encontre de leur projet. Et ça, les marchés financiers le savent.
Ça veut dire que les investissements fossiles sont garantis par les États qui doivent ensuite payer des énormes amendes. Je vous donne l'exemple de l'Italie, juste pour montrer comment ça marche. L'Italie est sortie de ce traité, mais ce traité continue d'exister pendant 20 ans après qu'on en sorte. Donc juste pour vous dire que c'est un horizon de temps qui nous permet de détruire l'accord de Paris. L'Italie est sortie de ce traité et a décidé de ne plus faire de forage pétrolier en Adriatique. La compagnie britannique Rockhopper est passée 2-3 fois avec un bateau, a fait de l'exploration, a traduit l'Italie en procès en disant « nous, on aurait bien aimé faire un forage en Adriatique », et l'Italie a dû leur payer des centaines de millions d'euros en amende. Aucun choix. Aucun appel, une procédure complètement non transparente. La Suisse est en train de jouer un rôle particulièrement sournois dans ce traité. C'est-à-dire que la Suisse, à contrario de nos voisins européens, décide de rester dans ce traité. Ce traité, non seulement il faut qu'on en sorte, mais il faut qu'on l'explose en sortant de façon à ce qu'il n'ait plus lieu. Et ça, l'Europe peut le faire. La Suisse reste dans ce traité parce que notre gouvernement, de manière très antidémocratique, a décidé qu'on aurait un avantage économique à demander aux industries fossiles de venir s'implanter chez nous de façon à faire des procès à nos voisins. Ce traité, non mais c'est vrai, ce traité à lui, tout seul, peut empêcher l'accord de Paris d'être réalisé. Et donc ça, je pense que c'est un des points où nous, en tant que Suisse, on peut avoir un pouvoir prépondérant, c'est-à-dire qu'on peut faire sortir notre satané pays de ce satané traité et permettre à la zone européenne d'avoir des politiques fossiles. Mais je pense que ça, cette question du faussement de prix ou de la mauvaise perception de risque des investissements fossiles, ce traité joue un énorme rôle dedans. Adèle ? Ce qui se passe au Parlement autour de ces thématiques, il y a eu plusieurs interventions parlementaires sur ce fameux traité, mais la majorité étant ce qu'elle est, ces interventions ne suffisent pas pour le moment. Il y a par contre eu quelques petits progrès qui sont, je trouve, assez emblématiques de ce qui se passe en Suisse. On avance, mais à petits pas, avec des mesures très peu contraignantes. Dans le domaine de la finance, c'est maintenant le terme finance est cité dans les bases légales, notamment la loi sur le climat et l'innovation qu'on a votée en juin dernier. Personne n'en a parlé pendant la campagne, je ne sais pas très bien pourquoi, mais il y a justement la finance qui est citée dans cette loi. Et la Confédération a la possibilité d'utiliser des accords de branche, donc de faire des accords avec des objectifs, avec des faits tiers dans le domaine de la finance. Ce n'est pas seulement les caisses de pension, ça peut aussi être d'autres acteurs. Mais vous pouvez bien imaginer que ces accords de branche, ce n'est évidemment pas un objectif contraignant qui serait fixé par la Confédération elle-même. Il n'y a pas d'instrument contraignant. Mais enfin, il y a au moins ça. Et c'est ce que je voulais dire au début de ce débat en disant on avance en Suisse, ça avance. Mais ça reste vraiment des mesures qui sont très peu contraignantes et avec très peu de garanties sur les résultats. Et ça, malheureusement, on ne peut plus le permettre aujourd'hui avec la rapidité du changement climatique. Je voudrais dire quelque chose par rapport à l'aspect financier. Il y a la deuxième bonne nouvelle que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure, c'est quand même ces améliorations qui ont été apportées aux énergies renouvelables dans les 15 dernières années, où de 2010 à 2023, on a pour le solaire, pour l'éolien offshore, pour l'éolien onshore, une baisse des coûts de production du courant d'un facteur 3 ou 4 qui fait que maintenant, la meilleure marché dans les grandes centrales éoliennes, on parle de 2 centimes le kilowattheure dans les pays ensoleillés, de 5 ou 6 centimes même pour les grandes centrales qu'on peut faire en Suisse ou en Allemagne, avec du solaire, de 3 centimes pour l'énergie éolienne. Et ça, c'est quand même un nouveau facteur qui fait que l'énergie pétrolière va devoir dépenser de plus en plus pour faire du lobbying, pour essayer de taper sur tout le monde et se faire court-circuiter par derrière. Et nous, dans la recherche et le développement, on aide à faire en sorte que les énergies fossiles, solaires et renouvelables s'améliorent de plus en plus, mais pour justement contourner. Par contre, ce dont il y aura toujours besoin à un moment donné, c'est des législations qui permettent, par exemple, typiquement dans le cadre de ce changement de la structure du système énergétique et électrique, on aura besoin d'un accès au réseau, on aura besoin d'une législation d'extension de certaines lignes, on aura besoin vraiment d'un rôle de l'État pour coordonner tout ça, qui est pour l'instant mal anticipé, parce que les gens ne sont pas capables de voir ce qui se passe avec ces augmentations des capacités de production. Mais je peux vous dire, dans quelques années, on va avoir trop de solaire si on ne fait pas attention. Alors, c'est toujours possible de régler par l'écrêtage, comme Roger l'a mentionné, mais il faut s'en préoccuper maintenant. Il faut mettre en place le bon cadre légal. Mais si on met en place le bon cadre légal, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les technologies s'améliorent beaucoup.
elles deviennent bon marché et leur bilan écologique s'améliore aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour moi, parce que je n'ai pas envie de faire des produits qui soient sales. Et là, on fait des progrès incroyables. On utilise par exemple 10 fois moins de silicium dans une cellule solaire qu'il y a 20 ans. Il faut 5 fois moins d'énergie pour faire ce silicium. Ça émet beaucoup moins de CO2 à la fabrication. Et même pour les batteries, c'est la même chose qui est en train de se passer sur les baisses de coûts et aussi en partie sur la réduction de l'utilisation des matériaux critiques. Je reprends volontiers les questions du public. En attendant, une question peut-être à tous, à ceux qui sont le plus... Bien vu. Quelles sont les chances pour vous qu'on arrive à l'objectif de 2050 ? Est-ce qu'elles sont élevées, modérées, faibles ? Est-ce qu'on va arriver à cet objectif de décarboner pour 2050 ? Alors, technologiquement et sociétalement, je pense qu'on peut en Suisse relativement facilement y arriver, et je pense que ça sera un bénéfice complet. Mais juste le fait d'isoler ces maisons, on vit mieux. Il y a tout plein de choses qu'on peut faire. Le fait de partager une voiture, on vit mieux. Le fait de prendre le train, on vit mieux. C'est des petits efforts à faire. Donc moi, j'y crois complètement. Par contre, je pense qu'il y a encore effectivement 2-3 efforts à faire. La Suisse va dans la bonne direction. L'Europe, globalement, au niveau de ses législations, va dans la bonne direction. On va toujours trop loin avec 15 ans de retard ou 20 ans de retard. Mais il y a une bonne partie des pays du globe quand même qui prennent des directions qui ne sont pas trop mal. Ça ne va pas assez vite, mais moi, je suis plutôt optimiste. Moi, j'ai toujours été optimiste, mais voilà. Les autres intervenants, vous êtes optimistes aussi ? La casse sociale au milieu, par exemple ? J'aurais peut-être souligné effectivement ce que Roger Normal a dit, c'est-à-dire qu'on a quand même une chance extraordinaire dans bien des domaines, et peut-être le plus important, c'est quand même l'énergie. On a les solutions techniques. Et donc, il faut absolument les utiliser. Là, il n'y a vraiment aucune excuse. Après, il est tout à fait correct, il y a des domaines pour lesquels on ne les a pas, et il faut des changements de comportement. Ces changements de comportement, c'est plus compliqué